La déchéance de nationalité, eh bien, François Fillon, hier, dans le journal du dimanche, a dit tout le mal qu'il pensait de la conduite de ce débat, et c'est avec eh bien, un de ses plus fervents supporters qu'on est aujourd'hui, Jérôme Chartier, député du Val d'Oise, mais aussi vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Jérôme Chartier, bonjour, bienvenue. Merci. Alors, une petite question, je ne sais pas si vous avez une opinion, ça a fait beaucoup de bruit cette semaine, enfin ce week-end sur les réseaux sociaux notamment. Un ancien général de la Légion étrangère, le général Piquemal, s'est retrouvé, est jugé d'ailleurs dans la journée, va être jugé en procédure accélérée là, parce qu'il a participé à une manifestation de Pegida à Calais ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que tout le monde doit se soumettre aux exigences de la loi, c'est un principe. Maintenant, je voudrais que la fermeté soit systématique et qu'on n'ait pas le sentiment que l'on est plus ferme avec celles et ceux qui vont respecter la loi et qu'on le soit moins avec, comme disait Jean-Pierre Chevènement, les sauvageons. Donc, Vous pensez aux no-borders, là, aux zadistes je voudrais qu'on soit aussi vigilant et aussi rude pour les uns comme pour les autres. Alors, vous allez voter, j'imagine, contre la déchéance de nationalité. Je vais voter contre la déchéance de nationalité, mais pas contre la déchéance elle-même. Je vais voter contre la loi constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que je suis pour la déchéance de nationalité. Comme François Fillon est pour la déchéance de nationalité. Comme la plupart de mes collègues sont pour la déchéance de nationalité. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire de réformer la Constitution pour cette question de déchéance de nationalité ? La réponse est non. Mais vous brouillez le message. Vous dites on est pour et puis vous allez voter contre. Non. Non, certainement pas brouiller le message, puisqu'on dit qu'on est pour, on est clair, mais en revanche, est-ce qu'il faut, mais je crois que les Français comprennent très bien, parce que dès lors qu'on propose un véhicule qui est celui de la réforme de la Constitution pour quelque chose qui est possible sans réformer la Constitution, alors est-ce qu'il faut réformer la Constitution ? À cela, nous répondons non, de façon extrêmement claire, depuis le mois de novembre. En l'occurrence, c'était le 19 novembre, très précisément, dans un journal, François Fillon, qui est interviewé, dit qu'il est très circonspect sur l'utilité de réformer la Constitution pour la déchéance de la nationalité. Il ne fait que confirmer cette position. D'accord. Est-ce que votre refus de voter s'est porté contre François Fillon, ou c'est une façon aussi de vous démarquer de Nicolas Sarkozy, qui lui va voter ? On ne se démarque pas des Républicains, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous pour la déchéance de la nationalité, qui vont pas voter. Puisque même nous l'avons, Éric Ciotti va voter. Puisque nous l'avons proposé. Éric Ciotti va voter, je crois. En revanche, ce que nous disons, moi je ne sais pas ce que va faire Éric en l'occurrence, ce que je dis, c'est que si ce n'est pas utile de réformer la Constitution, alors franchement, est-ce qu'il faut le faire ? Ce n'est pas un instrument de communication, la Constitution de la République française. C'est la loi fondamentale, donc lorsqu'il faut la modifier, faisons-le. Lorsque ce n'est pas utile de le faire, ne le faisons pas. À chaque fois, procédons par économie, parce qu'à force de réformer tous les 15 jours la Constitution, qu'est-ce qu'on fait ? On dévalorise la loi fondamentale de la République. Pardon, mais on l'a déjà fait plusieurs fois en l'espace de 15 ans. Moi, je suis pour que l'on procède avec parcimonie. Lorsque c'est nécessaire de la modifier, oui, on le fait. Lorsque ce n'est pas nécessaire, et en l'occurrence, c'est le cas, ne le faisons pas. Brice Hortefeux, hier, était l'invité de nos confrères de BFM TV. Il a eu une formule un peu drôle, on va dire. Je ne comprends pas ceux qui ont des vapeurs, en parlant des gens de son camp. Oui, mais vous avez des vapeurs. Non, personne n'a des vapeurs, mais je pense qu'il a voulu dire celles et ceux qui ne votaient pas la déchéance de nationalité. Et celles et ceux qui s'opposaient. Et en cela, il a raison. Moi, je ne comprendrais pas ces vapeurs, puisque nous l'avons tous soutenu par le passé. Oui, aujourd'hui, nous sommes pour la déchéance de nationalité. Non, nous ne voulons pas réformer la Constitution parce qu'on n'en a pas besoin. Si ce scrutin, vous le gagnez, vous pourriez le gagner, Hollande, à ce moment-là, l'aurait perdu. Quelles seraient les conséquences pour lui ? Ça serait gravissime, non ? Il serait obligé de se... Mais écoutez, peut-être qu'il aurait ça serait la fin de son expérience présidentielle. Il aurait peut-être mieux fait de réfléchir avant de se lancer dans une réforme constitutionnelle. Peut-être qu'il aurait pu interroger ses conseillers sur l'utilité ou non de réformer la Constitution. La Commission des lois a procédé à un certain nombre d'auditions. À l'issue de ces auditions, il apparaît qu'il n'est pas utile de réformer la Constitution. Alors, si on écoutait le Parlement, en 2008, il y a une très grande réforme constitutionnelle, pour le coup, pour donner davantage de
pouvoir au Parlement, porté par le président de la République, porté par François Fillon, porté par Rachida Dati, la garde des Sceaux à l'époque. Et cette réforme de la Constitution a donné plus de pouvoir au Parlement. Alors écoutons le Parlement. Le Parlement dit ce n'est pas utile dans les auditions de réformer la Constitution. Est-ce qu'il peut se représenter, François Hollande, si jamais il perd cette épreuve? Je crois que rien ne l'empêchera de se représenter, sauf, dit-il, la courbe du chômage. J'ai le sentiment qu'il va tout faire, y compris en investissant des sommes inconsidérées, pour qu'au moins artificiellement le chômage diminue. Pourquoi? Seulement pour un seul objectif, c'est d'être en mesure de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Avez-vous lu le livre de Nicolas Sarkozy? J'ai commencé le livre de Nicolas Sarkozy. Vous n'êtes pas pressé, je vais tout vous dire. J'ai, comme premier vice-président de la région Île-de-France, un travail qui est considérable. Pourquoi faire? Justement, pour faire en sorte de baisser l'emploi, pour faire en sorte de baisser le chômage, d'augmenter l'emploi, pour faire en sorte de renforcer l'attractivité économique de la région Île-de-France. C'est les responsabilités que vous confiez Valérie Pécresse. Il vous plaît ce livre? Oui, il me plaît ce livre. Il dit sa part de vérité. J'adore celles et ceux qui disent la vérité. Vous trouvez ça authentique, sincère? J'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy a écrit ce livre avec beaucoup d'authenticité. Après, chacun prend position par rapport à ce qu'il dit. Mais en tout cas, moi, je trouve que la démarche est authentique, qu'elle est vraie. Et en l'occurrence, je l'encourage, comme j'encourage toutes celles et tous ceux qui écrivent un livre, à livrer le fond de leur pensée. François Fillon, qui a un certain succès en librairie, avec son livre, qui est un bon livre, Faire. C'est un très bon livre. Pourquoi expliquez-vous que, paradoxalement, il n'a pas de grand score, quand même, dans les sondages? Alors c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut simplement regarder de quel sondage on parle? Il est la deuxième personnalité la plus populaire à droite chez les Français. Je parle en intention de vote. Il est la deuxième personnalité d'avenir chez les Français à droite. Et vous parlez en intention de vote. Et moi je dis que pour l'instant, est-ce que vous savez exactement qui va aller voter à la primaire? Non. Est-ce que les Français savent s'ils vont aller voter à la primaire? Non. Alors on verra au mois de septembre. Vous êtes confiant? Je suis très confiant. Et plus ça va, plus je continue à l'être. Et plus vous pensez que François Fillon peut gagner cette primaire? Et plus je suis convaincu que François Fillon est en mesure de gagner cette primaire. Si François Fillon était président de la République, est-ce que Nicolas Hulot pourrait être un de ses ministres? Allez savoir. Allez savoir. Pourquoi pas? Vous écoutez, vous êtes en phase avec Nicolas Hulot? Oui, je l'ai rencontré, je dirais, dans un cadre privé, pas plus tard que la semaine dernière. C'est quelqu'un qui a des véritables convictions et je les respecte, comme je le respecte. D'accord. Parlons un peu de l'Île-de-France. Est-ce que vous avez résolu le financement du pass Navigo? C'est Valérie qui a résolu le financement du pass Navigo. C'est quelque chose d'assez époustouflant pour ma part. On rappelle, de raison simple. La mesure n'était pas financée, il manquait 300 millions d'euros. C'est-à-dire que le pass Navigo, on arrive. Il faut peut-être expliquer qu'on paye tous, enfin quand on est francilien, lorsqu'on est francilien, qu'on habite au bout de l'Île-de-France ou dans le cœur de Paris, on paye la même somme. On paye aujourd'hui la même somme. 60 euros. C'est 70, c'était le principe qui était fixé. Et en l'occurrence, que tout le monde paye la même somme. Sauf qu'il fallait le financer. Où qu'il habite, sauf qu'il fallait le financer. C'est une mesure qui n'était pas financée. Il manquait 300 millions d'euros sur la table. Qu'est-ce qu'a fait Valérie Pécresse? Elle s'est saisie de ce dossier tout de suite. Pourquoi? Pour faire en sorte que le pass Navigo reste au même prix. Elle a réussi à le faire pour l'année 2016, l'année en cours. Maintenant, quelle est l'inquiétude? C'est pas pérenne, alors. Voilà. Quelle est l'inquiétude? C'est de faire en sorte que le financement de l'État, qui là reconnaît le fait que le pass Navigo n'était pas financé, qui là reconnaît le fait que c'était bien une mesure politicienne 6 mois avant les élections régionales, s'engage pour le financer de façon durable. C'est tout le travail qui va être conduit maintenant par Valérie Pécresse, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a gagné la première manche, que c'est grâce à elle aujourd'hui que le pass Navigo va rester au niveau du tarif où il est pour tous les franciliens. Pour toute l'Île-de-France. Vous vous intéressez évidemment à l'actualité internationale. On sait que François Fillon était un fervent demandeur de l'engagement de la Russie aux côtés de la coalition sur le terrain, dans les airs, en Syrie. On voit là que l'aviation russe bombarde les opposants à Bachar el-Assad, ce qui fait s'enfuir des milliers de Kurdes notamment, mais de Syriens qui frappent à la porte turque. Qu'est-ce que ça vous inspire quand même? Est-ce que les Russes jouent vraiment le jeu? Ça m'inspire que la coalition internationale doit être une concertation sur l'action et sur l'objectif. Moi, je n'ai pas envie que les Russes soient seulement le partenaire et l'allié de Bachar el-Assad. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui lorsque je vois Alep assiégé, Alep entouré, et que je vois la minorité aujourd'hui qui existe en Syrie, qui n'a rien à voir avec Daesh, l'État islamique, mais cette minorité qui subit aussi les bombardements russes. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une vraie coalition qui laisse le fait démocratique, si vous voulez, en protection et qui s'attaque uniquement à Daesh, l'État islamique. Il
y a un ennemi pour la zone, c'est Daesh et c'est personne d'autre. Il faut donc parler avec Moscou pour les faire changer un petit peu d'objectif. Oui, il faut parler avec Moscou. Depuis très longtemps, François Fillon demande que les Russes fassent partie de cette coalition internationale. Mais pour taper Daesh. Pour taper Daesh uniquement et pour ne pas régler, je dirais, une situation politique quelle qu'elle soit. Et je voudrais que cette coalition puisse aujourd'hui se faire, que cette coalition puisse s'organiser et que surtout Daesh soit définitivement mis hors d'état de nuire. C'était le talk de Jérôme Chartier qui nous a expliqué que le Pass Navigo, pour ce qui est de l'Île-de-France, a trouvé son financement pour cette année. Il nous dit qu'il est tout à fait confiant pour l'avenir aux primaires de François Fillon. Et il nous dit pourquoi. Eh bien, il ne votera pas la déchéance de nationalité, sa constitutionnalisation, parce qu'elle est inutile, cette constitutionnalisation, dans la mesure où on peut appliquer cette déchéance par une loi ordinaire. On ne touche pas à la Constitution n'importe comment. Merci Jérôme Chartier. Merci à vous.